Moi j'ai été marquée par toutes ces vies qu'on a sauvées, juste parce qu'on a entendu, compris et ouvert le champ des possibles en fait. Je m'appelle Tatiana Briand, je suis ancienne négociatrice au RAID. J'ai travaillé au RAID en tant que négociateur de crise criminelle pendant un peu plus de 13 ans. Et voici mon expert review pour Vanity Fair. Écoutez, ça ne me dérange pas de répondre à votre question, mais il vaudrait mieux que je vous informe que nous sommes écoutés par des membres des unités luttant contre le grand banditisme et la cybercriminalité, des renseignements, un agent de liaison, le directeur de la brigade d'intervention et divers autres officiers. Quand on est en négociation, alors on est en équipe déjà, donc on est souvent 3. Et au contact, il n'y a qu'un seul négociateur qui parle. L'idée, c'est de créer un lien avec notre interlocuteur. Et on a les autres membres de l'équipe qui vont travailler sur la stratégie. Et notamment notre numéro 2, le négociateur numéro 2, qui va être la doublure parfaite en fait, du numéro 1, va nous donner de l'information par écrit la plupart du temps pour nous orienter sur la négociation. Et la troisième personne, un psychologue, va également faire un peu ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il va observer la relation entre le négociateur et l'interlocuteur et il va apporter également de l'information. Alors l'entraînement, en fait, il est quotidien dans les unités d'intervention puisque nous sommes un service qui fonctionnons sur l'événement. Et donc des situations de crise, il n'y en a pas tous les jours, heureusement. Et on a notamment ce qu'on appelle les plastrons, les gens qui vont jouer nos interlocuteurs, qui vont justement nous mettre un peu dans le rouge pour pouvoir voir comment on va réagir et comment on va poser notre voix. Est-ce qu'on va être sujette au stress? Si c'est le cas, comment ça se transmet dans la voix? Et on va justement apprendre, notamment par le biais de beaucoup de techniques de respiration, à venir décélérer le rythme cardiaque pour aller vraiment poser sa voix. Release the hostages. Nobody's going to worry over kidnapping charges. The most you're going to get is 5 years. You get out in 1 year, huh? Kiss me, man. What? Kiss me. When I'm being fucked, I like to get kissed a lot. Come on. Typiquement, s'engager sur un quantum de peine, ça évidemment on le fait pas, parce que d'abord ça nous appartient pas, on n'est pas juge, on est policier. C'est nous qui devons mettre en place toute la technicité pour leur faire comprendre en fait qu'après la sortie, il y aura probablement de la prison, mais jamais on s'engage sur le quantum de la peine, c'est au juge de le faire. On ne s'engage uniquement que sur ce qu'on est en capacité en fait, de pouvoir apporter. Alors dans le cadre des négociations, il y a des engagements qui ne sont pas toujours simples. En fonction de ce que l'on va dire, on sait que potentiellement ça peut tendre la situation. En revanche, ça ne nous appartient pas, en tout cas ça ne fait pas partie des techniques de négociation que de mentir. Donc de manière générale, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. On ne ment jamais et surtout, on ne va proposer ou en tout cas promettre des choses que l'on sera en mesure de respecter, sinon on ne le fait pas. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est trouver un moyen de savoir si moi je peux te faire confiance. Je tiens pas à m'exposer au beau milieu de la rue et que tu fasses un carton. Alors fais quelque chose. D'accord, mais quoi? Bah, si tu libérais les employés de la banque. Non, mais oh, une seconde, ça va pas la tête? Et c'est tout l'enjeu de la négociation, c'est-à-dire qu'on ne propose jamais rien. Et c'est souvent en fait la confusion qui peut être faite, notamment par des gens qui ne connaissent pas forcément notre métier. D'abord, c'est vrai, on est policier, ce qui fait qu'à peu près 85% des cas, les gens n'ont pas spécialement envie de nous parler. L'idée, c'est quand on est négociateur, on va poser cette casquette de policier, puisque l'idée, c'est de rentrer en interaction pour comprendre ce qui est en train de se passer et aider les gens à sortir de cette situation. Donc on est d'abord et avant tout dans la position où on va aller vraiment leur venir en aide, comprendre ce qui est en train de se passer sans jamais les juger parce qu'encore une fois, c'est pas notre job, et puis sans trouver la solution à leur place parce que notre solution pour nous, elle est toute faite, hein, c'est-à-dire qu'il y a des otages pour qu'on les sorte, il y a des forcenés, il faut qu'ils se rendent. Donc l'idée, c'est de les aider à comprendre ce qui est en train de se passer et de voir avec eux dans quelle mesure ils peuvent évoluer sur la manière de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et la solution, elle vient d'eux. C'est pour ça qu'elle est pertinente, elle vient jamais de nous, on ne force personne, on ne trahit personne non plus, on ne les contraint à rien. Et donc l'idée, c'est de cheminer avec eux pour les faire évoluer sur ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à ce qu'ils prennent la décision, qu'ils fassent le choix, à un moment donné, de se rendre. Donc ça leur appartient et c'est toujours leur choix. Alors libère au moins les femmes. Non, j'ai que des femmes, j'ai rien d'autre. Bon, donne-moi quelque chose, donne-moi une au moins. Pourquoi vous en voulez une? Mais comme monnaie d'échange. Je viens de voir, mon petit, je ne planquerai rien. Qui sait si tu ne me garderas pas en otage? C'est une marque de confiance, quoi. Il y a un film dont on s'est énormément servi lorsque l'on a recruté et formé nos négociateurs. C'est Un après-midi de chien, notamment avec Al Pacino, parce qu'il y a une très belle scène où on indique
exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans une négociation. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ou alors, ils ont la technique, on leur montre le film, on dit, ben voilà, tout ce que vous avez vu, ben c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire dans une négo. Donc ça nous arrive effectivement de prendre quelques éléments des films qui vont venir vraiment appuyer nos propos, pour vraiment appuyer ou préciser des faits précis. Monsieur Frazier, il y a là certains enjeux qui dépassent largement votre profil salarial. Alors suggérez à qui le droit de réévaluer mon profil et la question ne se posera plus. La pression, on l'a évidemment en interne, mais il est vrai qu'on peut aussi avoir une pression externe et qui nous vient, qui peut nous venir de nos autorités. Donc on a certaines interventions, notamment entre 2012 et 2017, des interventions qui ont défrayé la chronique, qui ont été ultra médiatisées. Inévitablement, ça fait intervenir le politique et la décision du politique n'est pas toujours en phase avec celle des opérationnels. Donc il peut y avoir un temps où on a effectivement une certaine pression parce qu'il faut gérer nos propres enjeux professionnels, opérationnels et des enjeux politiques. Notre chef de service, c'est le chef du RAID en première intention qui va prendre en compte en fait toute cette pression politique, qu'il va essayer d'absorber au maximum pour éviter de nous la transmettre, ce qui n'est pas toujours évident. Donc il connaît évidemment nos besoins. Et donc l'idée, c'est de faire comprendre aussi parfois aux politiques que dans une certaine temporalité, même si on comprend les enjeux politiques, il va falloir parfois que nous, on ait du temps pour pouvoir justement réussir nos missions. Donc en fait, entre les enjeux des opérationnels et les enjeux des politiques, on va essayer de trouver un intérêt commun qui va faire qu'à un moment donné, on va réussir à s'entendre ou en tout cas à temporiser les demandes pour qu'on puisse, à minima, faire correctement notre travail. Donc ça, c'est généralement géré quand même par le chef du RAID. Alors, concernant la pression des médias, alors on a ce qu'on appelle des cordons de sécurité, donc on n'est pas directement en tant que négociateur impacté par la présence physique des médias. En revanche, on est largement impacté par la diffusion de certaines images en temps réel qui peuvent véritablement impacter la situation de crise, parce qu'on a certains de nos interlocuteurs qui sont branchés, qui sont à l'écoute, qui suivent les infos. Et ce que l'on va dire, ça peut être largement remis en cause, parce que parfois il y a les images qui vont montrer certaines choses, donc il va falloir aussi qu'on prenne en compte ces images-là pour pouvoir rassurer nos interlocuteurs. Donc même si physiquement ils ne sont pas proches, ils ont quand même malheureusement des moyens de nuire à distance qui peuvent largement venir contrarier le travail des opérationnels. Je ne veux aucun doute, aucune question dans vos esprits quand vous allez pénétrer dans cet avion. Toi, lève-toi! En face, c'est des guerriers. Les guerriers, ça négocie pas. Effectivement, ça nous est déjà arrivé d'être en face de personnes qui ne souhaitent pas négocier. On a deux catégories en négociation de crise criminelle avec lesquelles c'est extrêmement compliqué. On a ce qu'on appelle les combattants. Alors comme son nom l'indique, ils sont là pour combattre, donc c'est un pronostic quasi proche du zéro pour la négo. Donc là c'est extrêmement compliqué, donc à l'impossible une est tenue, c'est-à-dire que nous on va systématiquement proposer une option de négociation. Soit on aura une réponse comme quoi l'individu ne souhaite pas négocier, et en ce cas, il va se mettre dans des conditions de ne pas négocier, c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout répondre aux appels. Soit il ne va pas du tout engager du tout de négo. Et donc là, on sait qu'on n'aura pas le choix que d'aller le chercher. Et on a aussi les catégories de forcenés de désespoir. Donc là, ce sont des suicidaires, enfin c'est même des suicidants, généralement ce sont des personnes qui ont déjà amorcé un geste de suicide et c'est notre présence en fait qui vient interrompre le processus. Donc c'est des gens qui n'ont rien à demander en fait. Donc s'ils ont une demande, c'est celle qu'on les laisse tranquilles parce qu'ils ont une chose à faire, c'est mourir en fait. Et notre présence les en empêche. Mais voilà, ce sont deux catégories pour lesquelles c'est extrêmement compliqué de rentrer en négo. Donc dans ce cas-là, on propose systématiquement l'option de négo et quand on ne l'a pas et qu'on n'a vraiment pas de prise, on va préciser malgré tout à nos interlocuteurs qu'on va ouvrir la porte pour venir les récupérer. Cette opération sera défavorable. On va subir des pertes. Si un collègue tombe devant vous, vous continuez. Alors l'assaut est toujours décidé par le chef de l'unité, c'est-à-dire que c'est le chef du RAID qui décide de donner un assaut. Ce sont ni les négociateurs, ni le chef opérationnel, le responsable de la tactique. Il y a chez nous ce qu'on appelle la pyramide décisionnelle. Donc on a le chef négo, le chef de l'intervention et le chef du RAID. Et c'est en accord en fait avec le chef de la négo et le chef de l'intervention que le chef du RAID va pouvoir prendre une décision éclairée. Mais c'est toujours le chef du RAID qui décide d'un assaut. Alors oui, ça arrive effectivement que le chef du RAID puisse donner
en fait le top intervention alors que les négociations sont en cours, ou en tout cas qu'on a encore de la prise, hein, ou en tout cas un contact favorable, parce que parfois il peut y avoir une opportunité tactique intéressante. C'est qui vous êtes, Nick? David Englander m'a tendu un piège. Rentrez maintenant. Je suis prêt à mourir. C'est important que vous le sachiez. On a en négociation une très grosse boîte à outils dans laquelle on va avoir différentes techniques qui vont être plus pertinentes que d'autres eu égard à la situation. Donc on va négocier systématiquement de la même manière, peu importe avec nos interlocuteurs, parce que en fait c'est les fondamentaux de la négociation que l'on va utiliser. En revanche, on ne va pas les utiliser dans la même temporalité, où il y a des techniques qui seront plus pertinentes avec un suicidaire et qui ne le seront pas du tout sur une prise d'otage rationnelle. Donc c'est vraiment la situation, c'est le contexte qui va nous orienter sur l'angle de la négociation et les techniques appropriées. Il y a beaucoup d'interventions qui m'ont marqué, parce que ce sont des interventions qui sont quand même un peu hors du commun. Et effectivement, ces situations où lorsque vous arrivez, c'est extrêmement tendu, parce que vous avez des gens qui sont au bout d'un processus, hein, qui ont décidé de mettre fin à leur jour pour une raison qui leur appartient. C'est ce moment-là en fait, d'extrême tension quand vous rentrez dans une négociation. Vous arrivez à maintenir en fait, votre interlocuteur, et puis au bout de quelques heures, vous arrivez en fait, à réintroduire du choix, ouvrir le champ en fait, des possibles pour élargir son horizon, et notamment sur les options qu'il a, changer finalement la vision de l'option qui au départ est quand même funeste pour entrevoir la sortie. C'est toujours extrêmement gratifiant. Donc moi j'ai été marquée par toutes ces vies qu'on a sauvées, juste parce qu'on a entendu, compris et ouvert le champ des possibles en fait. Je veux que dans les 2 heures, le ministre de l'Éducation vienne annoncer à la télé que le gouvernement instaure un jour de la jupe 1 fois par an dans les collèges. Le jour de la jupe. Ça arrive très souvent en fait, hein, les demandes extravagantes. Ce qu'il va falloir aller chercher, nous concernant, c'est le besoin qu'il y a derrière cette demande. Le besoin, il est souvent sous-jacent, il est rarement exprimé. Au-delà de la demande, on va comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la demande, quel est le besoin qui n'est pas exprimé et qu'il faut remplir. Une fois que vous avez satisfait au besoin, vous n'avez plus du tout besoin de satisfaire la demande. Donc nous, quand on a des demandes comme ça qui paraissent complètement hallucinantes, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et est-ce que c'est ce besoin qu'on peut remplir. Non, je n'ai rien contre Madame Bergerac, mais je voudrais pouvoir expliquer au ministre exactement de quoi il s'agit. Comment on fait pour rentrer justement en interaction avec ces gens-là, et puis surtout à faire en sorte en fait, qu'il y ait d'abord une interaction, amorcer un rapport de confiance pour qu'ils puissent accepter de nous parler, et puis qu'on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, et pour ça on a besoin d'eux parce que c'est eux qui vont nous l'expliquer. On est uniquement sur la sphère des émotions. C'est un puissant levier en fait sur lequel on va agir, c'est-à-dire on prend connaissance du problème, on va mettre un peu le problème de côté pour se concentrer sur la personne. Donc qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? On va avoir une vraie qualité de présence, puisque l'idée c'est d'aller comprendre ce qu'elle ressent pour pouvoir travailler et l'impacter, elle, en dehors du problème. Donc on va principalement travailler sur le ressort des émotions et s'intéresser à la personne en mettant un peu, en tout cas dans un premier temps, le problème de côté. C'est un métier, négociateur de crise criminelle, qui est très souvent calé sur de la fiction. Donc il faut vraiment en prendre et en laisser. Il y a très peu de fois ou très peu de films dans lesquels je me suis retrouvée où je me suis dit là c'est vraiment pertinent, là c'est vraiment collé à la réalité. C'est très souvent de l'ordre de la fiction malgré tout. Alors je ne dis pas que tout est de la fiction, il y a des choses qui sont très bien faites, mais il y a toujours dans tous ces films une partie où on se dit c'est vraiment du cinéma. C'était Tatiana Briand pour mon expert review pour Vanity Fair.